Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit point sur mes investissements PEA et on va notamment regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des différentes zones géographiques majeures. Au niveau de mon PEA, comme on peut voir, il n'y a pas eu beaucoup de changements depuis le début d'année puisqu'on est sur une performance depuis le 1er janvier de 1% au cumulé avec une dernière journée là hier, le vendredi 1er août qui a été plutôt catastrophique pour l'ensemble des marchés financiers. On peut voir, c'est tout rouge entre 3 et moins 6% en fonction des ETF. Bon, ça va, ça vient, rien de particulier à dire là-dessus. Ce que je voulais regarder, c'est si les États-Unis, malgré la politique de Trump particulièrement agressive et peut-être contestable concernant les tarifs douaniers, portaient ses fruits ou pas, en tout cas à court terme. Donc ce qu'on va regarder, c'est qu'on va comparer la performance des 3 zones géographiques majeures que j'ai sur mon PEA, à savoir le S&P 500 pour toute la partie états-unienne, la partie Asie avec l'ETF Emerging Asia, et la partie Europe avec le BNP Stock 600. Ce qu'on a à regarder ici, c'est qu'on est sur Cantalis, qui vous permet de voir la performance de l'ensemble des fonds et des ETF. Vous avez juste à saisir le code de chaque ETF et vous allez pouvoir avoir un ensemble de performances et d'informations sur ce dit ETF. Ici, on est sur le Stock 600 Europe, donc on est sur la partie européenne de mon portefeuille et on va regarder quels sont les portefeuilles, quelles sont les performances, pardon. Donc la performance au 1er janvier, donc ça veut dire, ça fait 8 mois complets, est plutôt très bonne, 11%. Donc c'est globalement la zone géographique qui s'en sort le mieux sur ce tout début d'année. Néanmoins, si on regarde la performance à 1 an glissant, là c'est tout de suite moins reluisant puisque sur 1 an, on est à un petit peu moins de 10%, ce qui reste tout à fait honorable, et sur 3 ans, 36%, ce qui n'est pas incroyable, mais ce qui est aussi tout à fait honorable. Donc ça, c'est la performance de l'Europe. On va comparer ça à la performance des États-Unis. Les États-Unis, donc là en prenant pour indice de référence l'ETF que j'ai dans mon PEA qui est le S&P 500. Donc au 1er janvier, on est sur une très mauvaise performance puisqu'on est à moins 2%, ce qui fait quand même un delta significatif, puisque pour rappel, au 1er janvier, on est à plus de 11% pour la partie Europe. Donc on est sur un delta de 14%. Ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé un tel écart. Alors il faut bien comprendre que l'écart entre ces ETF est absolument colossal sur la longue durée, c'est ce qu'on va voir a posteriori. Néanmoins, c'est des moments comme ça qui nous font dire que les États-Unis ne sont pas toujours et dans toutes les circonstances le meilleur endroit où investir, et la diversification garde une forme d'utilité pour eh bien avoir une stabilité sur ces investissements. Donc effectivement, grosse sous-performance depuis le 1er janvier. Néanmoins, dès lors qu'on compare à la performance à 1 an glissant, donc à partir de août 2024, eh bien la surperformance des États-Unis revient directement, puisqu'on était à 9% pour l'Europe et on est à 11% pour les États-Unis. Et ensuite, ça se creuse en fonction du long terme. C'est-à-dire qu'on était à 36% sur 3 ans, et là on est à 40%. Sur 5 ans, on est à 113%, alors que sur l'Europe, on est qu'à 74%, et sur 10 ans, on bouge quasiment pas en Europe, on est à 83%, alors qu'aux États-Unis, on est littéralement à 235%. Donc une domination absolument immense sur le long terme, mais sur cette année 2025, une sous-performance significative. Évidemment, personne ne peut déterminer si cette sous-performance significative va continuer. Est-ce qu'elle est le fruit d'une politique macroéconomique mauvaise de la part de Trump ou pas du tout? Est-ce que c'est juste les variations du marché financier? Est-ce que c'est juste une surévaluation du marché américain qui ne fait que se corriger et qui finalement va repartir de plus belle à la suite? Ça, personne ne peut le dire. Néanmoins, c'est intéressant de noter que cette domination s'est clairement arrêtée en 2025. Et ensuite, on va comparer par rapport à cette ETF qui est une ETF qui représente quand même une part non négligeable de mon portefeuille, c'est l'ETF Asie, sur lequel j'ai à peu près 50 000 euros. Ce qu'on peut voir, c'est que l'ETF Asie, depuis janvier, est à 10%, ce qui est assez similaire avec l'Europe. Depuis 1 an, l'ETF Asie performe très bien, puisqu'il a 21% de performance, alors qu'on n'est qu'à 10% pour l'Europe et 11% pour les États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis 1 an, il y a une surperformance effectivement de cet ETF qui est significative, qui profite de l'environnement macroéconomique. Néanmoins, qu'est-ce qu'on voit? C'est que sur les années précédentes, on était sur une performance absolument dramatique, puisque autant sur 1 an, on est à plus 21%, mais sur 3 ans, on est à moins que ça, puisqu'on est à seulement plus 19%. Pour comparaison, sur 3 ans, on était à 41 et à 36 sur la zone états-unienne et la zone européenne. Sur 5 ans, 29%, et on n'a pas
de recul sur 8 et 10 ans. 5 ans, pour rappel, on était déjà à 113% aux États-Unis et à 74%. Donc sur 5 ans, effectivement, la sous-performance de l'ETF Asie est absolument colossale. Néanmoins, là aussi, on voit à court terme qu'il y a une espèce de bascule, un changement significatif, puisque l'ETF Asie surperforme et la zone européenne et la zone des États-Unis de manière plutôt conséquente. Là, encore une fois, on ne peut pas savoir si cette surperformance va continuer dans le temps. Néanmoins, si c'est le cas, on peut imaginer un changement de bascule. Ça reste pour mon portefeuille une très bonne nouvelle, puisque ça veut dire que la diversification que j'opère avec ce portefeuille-là par rapport à un portefeuille qui serait 100% ETF Monde ou qui serait 100% S&P 500, ça veut dire que concrètement, sur les 5 dernières années, ça m'a coûté beaucoup d'argent, comme on l'a déjà vu sur plusieurs de mes vidéos par rapport à la performance qui est inférieure à un indice de référence standard. Néanmoins, depuis un an, c'est une diversification qui m'apporte une stabilité importante dans l'évolution de mon patrimoine et qui me fait dire que quelles que soient les tendances macroéconomiques, j'ai pas besoin de me demander si est-ce que demain, est-ce que dans l'année prochaine, est-ce que dans les 10 prochaines années, eh bien ce sera plutôt le pôle pacifique ou le pôle occidental qui va dominer le marché boursier. C'est pas vraiment une question pour moi, puisque dans tous les cas, je suis exposé aux deux pôles, et donc ça me permet de faire la moyenne de ces performances qui, quels que soient les pôles, restent des performances évidemment positives. Voilà un petit peu pour, j'ai envie de dire, justifier ma stratégie. Ça reste une bonne nouvelle pour moi, mais effectivement pour tous les nouveaux investisseurs, il faut bien comprendre que cette diversification a un coût significatif, en tout cas elle a eu un coût significatif, c'est la sous-performance du marché Asie. Par contre, rien ne dit que dans les 5 prochaines années, si vous commencez à investir maintenant, le marché Asie surperforme potentiellement le marché occidental, comme ça a été le cas lors de la dernière année. Mais ça, personne ne peut le prévoir. Voilà un petit peu, je voulais faire ce point pour qu'on voit les différentes performances des différentes zones majeures. Ça reste effectivement pour moi un point confortant qui me dit que même si mon portefeuille n'a pas surperformé, je vais le laisser tel qu'il est avec la répartition telle qu'elle est. Pas d'arbitrage, pas de réévaluation, pas de rééquilibrage. Et l'idée, c'est que je le laisse courir tel qu'il est et on verra bien où est-ce que ça nous mène. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine.